Au cœur de la rue principale d'Apasapitu, leur lieu de travail quotidien, les transporteurs ont lancé la grève. Aucun véhicule de transport en commun n'a circulé dans la capitale durant la journée. Ils ont uni leur voix pour exiger l'arrêt des sanctions qu'ils jugent disproportionnées. Le mouvement ne s'est pas limité à Apasapitu. Plusieurs points de la capitale ont été touchés dès les premières heures de la matinée. À Tsiadane notamment, les grévistes ont bloqué certains véhicules encore en circulation, lançant un appel à la solidarité entre transporteurs. Les manifestants ont ensuite entamé une marche en direction de l'hôtel de ville afin de renforcer leurs revendications auprès des autorités communales. Nous ne pouvons plus nous taire. Ce cri est revenu à plusieurs reprises dans la bouche des transporteurs et de leurs assistants rassemblés devant l'hôtel de ville. Selon eux, la police municipale les traquerait depuis près de 2 semaines. Les sanctions s'enchaînent, un minimum de 100 000 arrières pouvant atteindre jusqu'à 1 400 000 arrières une fois la voiture envoyée en fourrière. Au-delà de la simple demande de suppression de ces sanctions jugées excessives, les transporteurs exigent également la démission des responsables au sein de la DTMU. Selon leurs explications, la confiance entre les deux parties est totalement rompue en raison des poursuites et sanctions répétées sur la voie publique. Lors de cette mobilisation, des représentants des transporteurs ont été envoyés pour rencontrer les responsables au sein de l'hôtel de ville. Pour les usagers qui empruntent quotidiennement les taxis B, nombreux ont choisi de faire de la marche à travers la capitale aujourd'hui, faute de transport en commun en circulation. Certains ont tout de même attendu aux arrêts de bus, malgré l'annonce préalable de la grève. Les dépenses de transport ont ainsi augmenté pour la majorité des voyageurs, contraints de trouver des solutions alternatives. Chacun a dû s'organiser comme il le pouvait pour se rendre au travail ou accomplir ses différentes activités dans la capitale aujourd'hui. Sur les principaux axes routiers de la capitale, ainsi que dans les communes périphériques, les policiers communaux sont régulièrement mobilisés pour assurer la régulation de la circulation et veiller au respect des règlements édictés par les collectivités locales. Ces missions relèvent directement de leur attribution. En revanche, leurs pouvoirs sont limités en ce qui concerne la fouille de véhicules ou la conduite d'enquêtes approfondies. Ces prérogatives relèvent de la police nationale. Concernant les sanctions, la police communale ne fixe pas elle-même le montant des amendes, celles-ci étant déterminées par les textes en vigueur. Le paiement des amendes s'effectue au bureau d'Anuspajan où un reçu officiel est remis aux contrevenants. Outre la gestion de la circulation, la police municipale est également chargée de faire respecter les règles de propreté, d'assurer l'organisation des marchés et de veiller à la protection des infrastructures publiques. Le nouveau stationnement d'Ambujachim est opérationnel à partir d'aujourd'hui. La commune dispose ainsi de son propre terminus, offrant davantage d'autonomie dans la gestion du transport public. En plus de la ligne D déjà existante, une nouvelle desserte reliera directement Ambujachim à Ivatu. La commune annonce également un contrôle strict des transporteurs qui ne respecteront pas le cahier des charges et les règles établies. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre des festivités organisées à Ambujachim à l'occasion de la célébration du 26 juin. La plupart des lignes nationales et régionales desservies depuis la gare routière de Fasan-Karan sont concernées par cette augmentation, comprise entre 5 000 et 10 000 arrières. À titre d'exemple, le tarif pour un tirabé, qui était auparavant de 15 000 arrières, est passé depuis hier à 20 000, voire 25 000 arrières. De leur côté, les responsables expliquent que cette période correspond à la haute saison, caractérisée par une augmentation importante du nombre de passagers. Selon eux, cette révision des tarifs est une pratique récurrente observée chaque année lors des périodes de forte demande.
Comme chaque année, à l'approche des fêtes, la majorité des voyageurs se déplacent pour rejoindre leur famille dans leur région d'origine ou pour assister à diverses cérémonies, notamment les retournements de mort ou autres événements familiaux. Cette forte demande contribue à l'augmentation du trafic ainsi qu'à l'application des tarifs de haute saison. Pour éviter toute inquiétude liée à l'indisponibilité des véhicules, de nombreux voyageurs optent pour une réservation préalable. Cette démarche leur permet de voyager l'esprit tranquille. Les frais de réservation peuvent également être réglés à l'avance via les services de Mobile Money. Au cours des 4 derniers jours, le nombre de voyageurs quittant Antananarive depuis la gare routière Maki-Antudapenak a atteint 3528 personnes, contre environ 1800 en période normale. Cela représente 196 véhicules ayant quitté la gare, alors qu'ils sont généralement une centaine en temps normal. Aucune augmentation des tarifs de transport n'a été appliquée au cours du premier semestre de cette année. En revanche, les tarifs de haute saison, déjà affichés sur le grand panneau d'information de la gare routière Maki-Antudapenak, sont désormais en vigueur. Les chauffeurs sont par ailleurs régulièrement sensibilisés au respect des consignes et réglementations afin de prévenir les accidents de circulation. Les lignes régionales et nationales desservant les routes nationales numéro 2 et numéro 7 sont désormais opérationnelles au sein de la nouvelle gare routière d'Amurnakun. Cependant, les voyageurs semblent encore éprouver quelques difficultés à s'habituer à ce nouvel emplacement. Pour les quelques passagers déjà présents sur le site aujourd'hui, la propreté des lieux constitue l'un des principaux atouts de cette nouvelle infrastructure. Bien que la gare routière d'Amurnakun soit désormais ouverte, certaines coopératives continuent encore jusqu'à ce jour à assurer leur départ et arrivée depuis la gare routière du Fasankaran. Cette situation traduit une période de transition entre les deux sites, le temps que l'ensemble des opérateurs rejoignent définitivement la nouvelle gare. C'est avec une immense émotion que la famille a accueilli la découverte du corps de Stéphane, également connu sous le nom de Benji, âgé de 34 ans. Dimanche dernier, il traversait la rivière de Mamamb avec 2 de ses amis à bord d'une pirogue reliant Ilaivu-Lamansu dans la commune d'Ivatu. C'est lors de leur retour, aux alentours de 16 heures, que l'embarcation a chaviré. Les 2 autres corps ont été retrouvés immédiatement, tandis que celui de Benji n'est pas ressorti. La famille a alors procédé à des rituels, mais en vain. Face à l'absence des résultats, la famille avait décidé mercredi soir de mettre un terme aux recherches. Pourtant, vers 4 heures du matin ce jeudi, le corps sans vie de Benji est finalement réapparu à la surface de l'eau. Selon ses proches, son corps ne présentait pas de signes importants de dégradation et son visage était resté reconnaissable. D'après plusieurs habitants du secteur, la rivière Mamamb est entourée de croyances et de traditions locales. Certains affirment notamment qu'il est interdit d'y transporter de la viande de porc. Selon les témoignages recueillis sur place, Benji transportait effectivement de la viande de porc au moment du drame. Toujours selon les habitants, 6 personnes ont déjà été englouties par les eaux de cette rivière depuis le début de l'année. Face à ces tragédies répétées, des cérémonies traditionnelles, notamment des sacrifices de moutons, sont parfois organisées par les riverains afin d'apaiser les esprits et lever les interdits selon les croyances locales. Benji laisse derrière lui un enfant orphelin. Plus de 3500 membres des forces de l'ordre ont pris part à ce défilé marquant la célébration du 66e anniversaire du retour de l'indépendance et de la création des forces armées malagasy. 2000 participants ont défilé à pied devant les spectateurs. 308 autres ont participé à moto. Plusieurs unités militaires issues de l'armée de l'air et de la marine étaient également présentes. Comme à l'accoutumée, la gendarmerie nationale, la police nationale, ainsi que les différents services qui les composent ont aussi participé au défilé qui a duré environ 1h30. À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar, le président Andry a publié sur sa page Facebook un message de soutien, de patriotisme et de vœux à l'endroit du peuple malagasy.
Le président Andrzej a notamment déclaré « En cette fête de l'indépendance, ma patrie me manque profondément. Vous qui êtes frappés par le malheur, confrontés à la maladie, ou qui luttez contre les difficultés, vous occupez une place toute particulière dans mon cœur. Je prie spécialement pour vous afin que vous trouviez toujours la force de vous relever et de rester debout. J'ai également une pensée particulière pour vous qui traversez des épreuves et des persécutions en raison de votre amour pour la patrie. Vous n'êtes pas seul et je suis de tout cœur avec vous. Mon amour pour mon pays brûle dans mon cœur comme un feu qui ne s'éteint jamais. Le soleil finira par se lever pour éclairer notre cher Madagascar. C'est la foi qui nous guide sur ce chemin. » En conclusion, le président Andrzej a souhaité une heureuse fête de l'Insaramintch pleine de bénédictions à tous les Malagasy. Il a également prié pour que Dieu bénisse et protège en tout temps le peuple malgache ainsi que Madagascar. À l'occasion de la fête nationale, l'achat de lampions pour les enfants figure parmi les principales dépenses des ménages. Les lampions fabriqués localement sont vendus entre 1000 et 5000 arrières l'unité. Pour une famille comptant 2 ou 3 enfants, cette dépense devient rapidement significative. Quant aux lampions importés, notamment ceux de fabrication chinoise, leur prix varie entre 3000 et 20 000 arrières selon le modèle choisi. Au-delà des lampions, de nombreuses familles prévoient également une sortie avec les enfants dans la soirée du 25 juin. Même lorsqu'il s'agit d'une promenade à proximité du domicile, les frais de transport, les collations et diverses petites dépenses viennent alourdir le budget. Pour un ménage avec au moins 2 enfants, ces dépenses peuvent représenter environ 10 000 arrières. Mais c'est surtout le repas du 26 juin qui constitue le poste de dépense le plus important. Traditionnellement, les familles profitent de cette journée pour préparer un menu plus élaboré qu'à l'accoutumée. Pour un repas relativement simple, composé de riz et d'un accompagnement amélioré par rapport aux habitudes quotidiennes, le budget peut atteindre environ 15 000 arrières pour une famille. En revanche, pour un menu plus festif, comprenant par exemple des pâtes, du poulet ou d'autres plats spéciaux, les dépenses augmentent sensiblement et peuvent atteindre jusqu'à 70 000 arrières, voire davantage. Ces estimations restent à titre indicatif et varient selon la taille du ménage, le nombre d'enfants et le programme retenu pour les festivités. Les dépenses peuvent également augmenter lorsque les familles choisissent de se déplacer plus loin de leur domicile en raison des frais de transport et des imprévus qui accompagnent souvent les célébrations de la fête nationale. En ce 25 juin, les poulaillers sont encore pleins au marché d'Issouchi. Chez Sam, les poules et autres volailles attendent toujours preneurs. Contrairement aux années précédentes, aucune entreprise n'est venue passer commande à l'approche de la fête nationale, une période habituellement marquée par une forte demande. Depuis une semaine, Sam peine à vendre une dizaine de volailles. Il s'approvisionne à Manalalu de Hatanfoots, mais faute de clients, il est contraint de vendre à perte pour écouler une partie de son stock. Pour Sam et ses volailles, il faudra désormais attendre les prochaines festivités en espérant une reprise du marché. Selon lui, c'est la première fois en plus de 20 ans d'activité à Issouchi qu'il connaît une telle situation. Et son cas est loin d'être isolé. Les commerçants installés aux alentours dressent le même constat. Les ventes sont au plus bas et la clientèle se fait rare. Une situation qu'ils attribuent principalement à la baisse du pouvoir d'achat des ménages, particulièrement perceptible en cette période de célébration. Le 23 juin 1956, la loi-cadre fut adoptée à Madagascar. Elle servit de base à l'administration du territoire et de l'État. C'est le ministre français chargé des territoires d'outre-mer, Gaston Defferre, qui l'a mis en application à partir de mars 1957. Le gouvernement mis en place dans le cadre de cette loi-cadre constituait une préparation à l'exercice de l'autonomie. Ainsi, le vice-président de l'époque, Wilbert Tzranen, devient président de la République, tandis que le haut-commissaire de la République à Madagascar, André Soukado, assurait les fonctions de chef de l'État. En juin 1958, le président français, le général Charles de Gaulle, créa en France le Comité consultatif constitutionnel. Il y fut défini que les territoires membres de la communauté française ou placés sous la tutelle de la France disposeraient d'une autonomie gouvernementale sur le plan intérieur.
En revanche, pour les territoires français d'outre-mer, les questions de défense, d'affaires étrangères, de politique économique, de monnaie et de justice devraient être décidées conjointement avec la France. À Madagascar, un référendum fut organisé le 28 septembre 1958 afin de choisir entre l'autonomie complète ou non. Le non signifiait la rupture avec la France et une autonomie pleine et entière, tandis que le oui, qui l'emporta, maintenait Madagascar sous la tutelle de la France. Le 14 octobre 1958, le vice-président du gouvernement, Philbert Srannan, convoqua les conseillers provinciaux en congrès dans la salle des fêtes du lycée Galeni à Indoual. Ils examinèrent alors le statut du futur régime de Madagascar. La création de la République de Madagascar fut adoptée par 208 voix contre 26. La première Assemblée nationale de la République fut également élue. Furent aussi approuvés l'hymne national, Tanjazane Malalao, le drapeau national malagasy, blanc, rouge et vert, ainsi que la devise de la République, liberté, patrie, progrès. Le lendemain, 15 octobre 1958, le haut-commissaire auprès de la République française annonça que Madagascar, désormais République malgache, faisait partie de la communauté française. La loi du 6 août 1896, qui avait fait de Madagascar une colonie française, fut également abrogée. Le président Philbert Srannan forma le gouvernement provisoire, tandis que l'Assemblée nationale mit en place les institutions de la République malagasy. Les membres provisoires du Sénat furent élus. Le comité consultatif élabora la Constitution de la République. L'Assemblée nationale adopta la Constitution le 29 avril 1959. Le 1er mai 1959, le Congrès, réunissant l'Assemblée nationale et le Sénat, se réunit à Timazaz pour élire le premier président de la République. Philbert Srannan fut élu par 113 voix sur 114 afin qu'un bulletin nul. La 6e réunion du Conseil exécutif des territoires membres de la communauté française se tint à Saint-Louis, au Sénégal, en décembre 1959. À cette occasion, le général Charles de Gaulle exprima son point de vue sur l'indépendance des États membres de la communauté française. Le président Tirana en profita pour évoquer l'obtention d'une indépendance pleine et entière pour Madagascar. Il demanda que les parlementaires malgaches disposent des pouvoirs nécessaires pour préparer cette indépendance. Le président Srannan dirigea la délégation malgache lors des discussions sur le transfert de compétences et la coopération entre la France et Madagascar à Paris le 10 février 1960. Ces négociations furent conclues à Paris le 2 avril 1960. L'indépendance de Madagascar fut signée au palais d'Antafilvarach le 26 juin 1960. Elle fut signée par le président Tirana et par le secrétaire d'État chargé des relations avec les États membres de la communauté française, Jean Foyer. Plus tard, le même juin 1960, le président Tirana, accompagné du secrétaire d'État français Jean Foyer, proclama publiquement l'indépendance de Madagascar au stade de Bahamas. Le GEM estime que les 5 représentants issus de son organisation sont spécifiquement visés parmi les 24 membres composant le conseil d'administration de la CNAPS dans le cadre de l'affaire CNAPS-SMGD. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le groupement affirme que cette situation est contraire au principe d'égalité devant la loi et déplore l'absence prolongée de réponses claires de la part des autorités compétentes. Pour rappel, en 2021, la CNAPS a accordé à la SMGD un financement de 11 milliards d'ariars. Toutefois, le remboursement du prêt a ensuite été interrompu et plusieurs milliards d'ariars restent à ce jour impayés. Le Bianco a été chargé de l'enquête et a auditionné de nombreuses personnes issues de la CNAPS et de la SMGD en 2024. Certaines ont fait l'objet d'arrestations et de poursuites judiciaires. Parmi les personnes concernées figurent également les représentants du secteur privé siégeant au sein du conseil d'administration de la CNAPS. Si cette rupture du dialogue se prolonge, elle pourrait avoir des conséquences sur les investissements et sur la mise en œuvre des réformes attendues par le secteur privé. Elle risque également d'accentuer les inquiétudes des investisseurs qui accordent une attention particulière à la stabilité juridique et à la qualité de la gouvernance dans le pays. Malgré cette situation, le GEM a réaffirmé sa volonté de contribuer au développement de Madagascar. Toutefois, selon l'organisation, la reprise du dialogue dépendra du rétablissement de la confiance et du respect effectif de l'état de droit.